50K à 100K, t'es plus capable de tout faire tout seul. Tu dois bâtir une équipe autour de toi. T'as de l'organique qui tourne et tu poses entre 3 à 10, 15K par mois en ads. Donc là, c'était IG Shoutout, c'est une autre stratégie, mais c'est pareil pour les ads et les VSL. Tes Facebook Ads VSL, elles doivent rapporter au minimum à peu près 6 de ROAS. Le truc, c'est que plus tu vas scaler tes budgets, même si t'es un excellent média buyer, plus ça va être compliqué d'aller chercher du ROAS et ton ROAS va diminuer au fur et à mesure. Mais l'idéal, c'est ça, c'est d'avoir entre à peu près 6 de ROAS. Tu commences à avoir de plus en plus de setters et de plus en plus de closers. Le piège à ce moment-là, c'est de rentrer dans une phase où tu te dis, OK, je fais 50K à 100K, j'ai un closer ou deux closers. Si j'en ai 4, ça veut dire que je peux faire 200 à 300K. C'est faux. Parce qu'en fait, si t'as pas assez de rendez-vous qui arrivent, de rendez-vous entrants tous les jours, tes closers vont juste partir. Et ça va les démotiver. Le piège aussi, c'est que tu veux pas plus de closers que de setters. Sinon, t'as pas assez d'appels et les closers aussi partent. C'est le moment aussi, en général, où tu vas recruter un coach parmi tes clients, tes succès clients qui ont le plus de résultats. Et c'est un mec qui, par la suite, va pouvoir passer responsable des CSM, responsable produit. C'est aussi le moment, et ça, on en parle beaucoup en ce moment, tu as besoin d'avoir un executive assistant. Mais on parle vraiment d'un profil Zapier N8N, un mec qui est bras droit technique. Un mec qui va vraiment te délester de l'opérationnel parce qu'on l'a vu aujourd'hui, tu es complètement enfoui dans un sable mouvant, englué dans ton opérationnel. Et c'est ce mec-là qui va sortir de ça. Et c'est un mec que tu payes 2 à 3 000 euros, comme on en avait déjà parlé. En recrutement, tu veux des gens qui sont loyaux, tu veux des gens long terme, classique. Le gros piège, c'est que tu manques de skills dans certains domaines en tant qu'entrepreneur et tu vas déléguer trop vite, alors que toi, tu es mauvais sur ces domaines-là. Ce qui fait que sur du setting, du closing, du coaching, si tu délègues et que tu es mauvais, comment tu comptes les rendre accountable? Comment tu vas savoir s'ils sont en train de se foutre un peu de ta gueule, quoi? Donc, il faut déléguer quand tu as les skills. Si tu n'as pas les skills, il faut que la personne qui a les skills délègue à ta place. Le souci aussi, et ça te concerne, c'est que t'es pas bon pour transférer tes skills dans ton équipe et te dédoubler. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, tu es le CEO, tu es en plein milieu. Il faut que tu te décentres de ton entreprise, tu te décentralises, comme je te l'avais expliqué en meeting. Et pour ça, tout ton cerveau, tu dois le mettre sur papier. Toute ton entreprise, tu dois le mettre sur papier avec les master prompts, tout ce qu'on a vu sur Claude, avec l'IA qui arrive. Et tu dois complètement te dédoubler. Tout ce qu'il y a dans ton crâne, dans ton cerveau, qui fait que tes équipes t'interrompt toutes les 3 minutes, tu dois le mettre sur papier. Pour ton assistante, pour ta RAF, pour tes exécutants, pour tous les responsables et les leaders de ta boîte. Tu manques de skills sur faire des meetings efficients, avoir une vraie accountability, avoir un contrôle de qualité de chaque département, et tu délègues trop vite et tu prends pas assez le temps de les former et de les rendre accountable. Tu te débarrasses du truc. Là, on rentre dans une phase qui te concerne directement, c'est la phase de 100 à 500K. Donc je vais quasiment tout lire, ce qui est pertinent, et je mettrai pause ce qui ne l'est pas. Je commence à devenir très bon, il faut juste faire plus de ce que tu fais déjà, tes mécanismes de succès, et un peu extrapoler le truc, quoi. Donc tout ce qui marche déjà, il faut juste le faire sur plus de volume. Exemple, t'as une seule VSL qui fait 300K par mois, c'est excellent. Pourquoi tu fais pas une deuxième VSL, une troisième, une quatrième, une cinquième? Tu veux faire un Webi, ok, pourquoi tu fais pas des challenges? Pourquoi tu fais juste continuer à faire ce qui marche déjà? Ensuite, tu dois bâtir une team de niveau 2. Là, c'est pas juste toi le leader, c'est que tu dois former des leaders qui vont prendre des décisions à ta place, dans ton sillage indépendant. C'est-à-dire qu'il y a une culture dans ta boîte, il y a certaines valeurs, tu as défini des standards de qualité, tu as défini des process, des SOP sur ton Google Doc décentralisation, qui fait que quand toi tu n'es pas là, tu es en vacances par exemple pendant une semaine et qu'il y a des problématiques urgentes, ils savent résoudre les problématiques avec le schéma de pensée que tu as mis sur ton SOP, et toutes tes réflexions, tu les as mis sur papier, et ce sont devenus des leaders. Tu as transmis le rôle de responsabilité, le rôle de leader, et ils prennent les décisions aussi à ta place. Ils sont en mesure de le faire. Tu bâtis tes futurs directeurs, managers, traquent la data à ta place, ils t'aident à faire un meeting aussi à ta place, ils apportent du feedback aux autres, les exécutants qui sont un peu en dessous, en termes de responsabilité. Dans ton équipe, à quoi ça ressemble? En général, tu as 1 à 2 closers, tu as 1 à 2 setters, tu as 1 à 2 coachs, donc des CSM, tu as une assistante, tu as un exécutant bras droit technique qui va te délaisser complètement de l'opérationnel et de tous les petits couacs techniques qui arrivent. Et ensuite, bon, tu as les copies, tu as le copywriter, tu as le monteur. Je reprends le schéma que je t'avais fait ce matin sur WhatsApp qui t'avait bien aidé. Copy, media buyer, monteur, CSM, setter, closer, head of sales. Et toi, le CEO. C'est principalement ça, ton équipe. T'as pas besoin d'avoir 15, 20, 30 personnes. Parce que ce qui compte beaucoup, c'est le revenu par employé. Le revenu par personne de l'équipe. Et ça, très peu de personnes le traquent. Donc, c'est très important. Tu veux pas faire 100 à 300K par mois ou 500K par mois et avoir 96 personnes dans l'équipe. On s'en fout. Ça n'a pas de valeur. Tu veux avoir le moins de personnes possible. Et ça, Quentin et Edouard Merdubourg sont très très forts sur ça. Ils faisaient déjà 300 ou 500K par mois. Ils avaient 5-6 personnes dans l'équipe. Donc, comme Sam Ovens aussi le disait en 2014, tu veux vraiment avoir un revenu par employé ultra lean, ce qu'on appelle lean ultra fluide, quoi. Ça, c'est 100 à 500K par mois. Il y a d'autres choses aussi. Ça, c'est très important. La manière de manager ton équipe et les SOP que tu as construits, c'était pas juste, moi, je viens avec une manière complètement différente de faire le sales script, par exemple. Genre un closer qui arrive en mode, moi, j'ai mon nouveau script. Non, ferme-la. C'est pas ça qu'il faut faire. T'es pas là pour innover, t'es pas là pour réfléchir, non. T'es là juste pour suivre un système qui a déjà fait ses preuves avant toi. Et mec, fais juste ton taf. Il y a un script de vente, une trame de vente, respecte-la.
En termes de copie, il y a des process à suivre, respecte-les. Commence pas à partir d'un truc où tu vas tout faire tout seul et inventer des trucs, etc. Donc non, il y a un process, il y a un truc à suivre, on le suit. Ça a déjà marché, on sait que c'est ça qui marche, on doit juste faire plus de ça, faisons plus de ça. Ne commençons pas parce que si ton CSM, ton closer, ton copywriter, ton head of sales, commence à faire à leur manière, à leur sauce, alors qu'il y a déjà des choses qui marchent, des composantes qui marchent, ça va partir dans tous les sens et c'est pas ce que tu veux. À ce stade-là, il faut pas tomber dans le micromanagement, c'est un gros piège. Il faut de la culture, de la valeur pour permettre que les leaders, les responsables soient complètement indépendants. Et toi, t'es pas là pour les fliquer. Un manager de closer écoute 3 appels par jour et fait encore un closing. Mais en réalité, en 2025-2026, avec l'IA, il ne laisse pas un seul des 1000 appels que tu as par mois passer à la trappe. Avec l'IA, il a toutes les transcriptions, il a toutes les automatisations grâce à ton executive assistant qui a mis en place ce process technique. Et on est en 2025-2026. Ça, j'avais écrit ça en 2022-2023 à l'époque, quand je m'étais formé avec Richard Yu. Là, il n'y a pas un seul appel sur 1000 qui doit passer à la trappe. S'il y a une objection qui arrive dans le 999e appel, je veux que dans un mois, cette objection-là, faut pas qu'il répète ça à ton équipe. Parce que s'il le répète, on est en train de stagner, c'est de la merde. Le piège aussi qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un très bon closer ne va pas forcément être un très bon manager. En termes d'accountability, en termes de transférer ses compétences, en termes de leadership, tu peux avoir un closer qui est excellent, qui fait 15 à 20 cas par mois, et c'est pas forcément lui qui va devenir ton head of sales par la suite. Donc faut être conscient de ça. Il faut juste voir si on le laisse sur le terrain ou si on le fait passer manager, mais il doit avoir des prérequis pour ça. En dessous de 500 000 euros par mois de CA, ou de dollars par mois, la grosse problématique, c'est que tu vas avoir des managers qui vont être terribles dans transférer leurs skills. Ils vont penser qu'ils sont les meilleurs, les numéros 1. Et donc, si tu avais un excellent copywriter et que tu le fais passer en chef des copywriters, chef des copies, il y a de grandes chances qu'il soit terrible en termes de management et en termes de transfert de ses compétences. Donc, ce que tu voudras par la suite, c'est que ce leader-là soit excellent, qu'il master ce truc-là, de transférer ses skill sets aux copies d'en dessous. Ou si c'est un head of sales, au closer en dessous. Il doit comprendre plusieurs choses. Comment on fait un meeting efficient et pas y passer 3 heures alors qu'il y a plein de gens dans l'équipe et que ce soit pas du tout efficient et que ça fasse perdre du temps à toute l'équipe et ça démotive les gens, etc. Faire des appels one-one chaque semaine. Comment avoir des conversations difficiles? Parce qu'on sait que dans le business en ligne, il y a toujours des conversations difficiles quand on doit virer quelqu'un ou quand quelqu'un fait mal les choses, quand il exécute mal. Comment avoir ces conversations difficiles? Comment donner les corrections aux gens, aux exécutants qui sont dans l'équipe sans qu'ils le prennent au niveau de l'ego? Aussi, comment démontrer de l'empathie parce qu'on est des êtres humains et prendre aussi en compte leurs émotions. Bien sûr qu'il y a le business, bien sûr qu'il y a le faire de l'argent, etc. Impacter les clients, mais il y a aussi l'aspect humain. Donc comment je prends en compte l'empathie, l'aspect humain, et il faut aussi traquer l'émotion de tes employés et des gens dans ta boîte. Donc à ce niveau-là, c'est le leader qui doit faire ça. Donc là, c'est juste des problématiques de leadership, de management. Donc il y a une différence entre le manager et le directeur. Après, j'ai dit, ça arrive pas en dessous de 500 cas par mois. En vrai, ça peut arriver entre 200 et 300 cas par mois. Petite correction. Donc le directeur, il est très bon en management, il sait prendre des décisions stratégiques sans toi, le CEO, il fait les meetings à ta place, il est très très bon pour contrôler la qualité avec les NFD reports, il est très bon en empathie et gestion émotionnelle, il sait avoir des conversations dures, mais t'as pas vraiment de ça en dessous des 500 cas par mois, mais je me suis corrigé juste avant. Très important, c'est que quand tu rentres dans ces sphères-là, tu vas avoir des managers qui vont vouloir passer directeur, et tu vas devoir les mettre face à leurs propres responsabilités. Exemple, mec, t'es un manager et tu veux passer directeur avec le salaire qui va avec et les responsabilités qui va avec, mais actuellement, juste sur ce qui est tes tâches manager, t'es pas encore à 100%. Et tu sais pas encore faire les meetings, tu sais pas encore faire ça, ça, ça et ça. Et en fait, il faut lui montrer où est le gap. Il y a un creux entre le manager et les directeurs. Lui, les managers, il veut passer directeur et il te dit oui, je veux une augmentation, etc. Et on sait que ça arrive très souvent. Il faut lui montrer le fossé qu'il y a pour le mettre face à ses propres responsabilités. Et tu sais, souvent, tu me disais, la personne que tu payes 3 000 euros par mois, elle veut gagner 5 000 euros par mois. Là, ton job, c'est de lui dire, écoute, t'es ici, tu vas être payé ça, mais il y a un gap concret en termes de skills et en termes de responsabilité. Donc, comble ce gap et ensuite on verra, on en parlera. Parce que ça, moi, je suis moi-même tombé dans ce piège-là quand j'étais LPR dans une boîte. Tu as des gens dans ton équipe qui vont penser qu'ils sont à un niveau supérieur auquel ils le sont vraiment. Et ils vont commencer à se fixer des propres attentes avec eux-mêmes pour aller passer à l'étape d'après de leadership. Et moi, c'était un peu ça un moment. J'étais juste copywriter et je voulais passer en mode CEO de la boîte, mais c'est pas possible. Mais c'est un gros piège. Donc, faire très attention à ça. Et tu peux perdre des players parce qu'ils vont vouloir prendre ta place. Ça, j'avais déjà parlé de ça dans une autre vidéo. Donc, les enjeux à ce moment-là, donc je le rappelle, on est sur du 100 à 500 cas par mois, donc ça concerne directement. Les enjeux à ce moment-là, c'est quoi? C'est améliorer ton skill transfert. Ce qu'on a vu par exemple ici sur ce document, créer un fichier de décentralisation pour toi, le CEO, t'extraire de là et venir ici, pour plus être au centre du business et te faire interrompre toutes les 3 minutes. Pour faire ça, tu dois être bon pour prendre ton cerveau, ton expertise, ton leadership et tout ce qu'il y a, et le mettre sur papier, le mettre sur Master.cloud, avec du Google Doc et ce qu'on a vu dans la vidéo d'avant.
On a dit certains coachs sont pas bons au management pour la comptability, certains closers sont terribles au management, et tout le monde doit en être conscient et OK avec ça. Après, bien sûr, à ce stade-là, tu fais du Facebook Ad, du YouTube Ad, de l'Instagram Ad, etc. Et tu as ce qu'on appelle du backup, c'est-à-dire que si tu as un compte Media Buying qui saute, tu en as déjà 5, 10, 15 sous-comptes grâce à ton Media Buyer qui sont reliés et qui te permettent d'être antifragile. Parce que si ton business il fait 100 à 500 cas par mois et que juste le fait que ton compte pub soit banni et que tu n'aies plus de rendez-vous, c'est pas possible. Tu as des charges en général qui, je sais pas, qui sont peut-être à 20, 30, 50, 60 cas par mois, charges fixes, et tu peux pas te permettre du jour au lendemain d'être tributaire d'un robot qui va bannir tes publicités, quoi. Donc là, tu es antifragile par rapport à ce niveau-là, donc c'est un enjeu principal, majeur. En général, tu as 2 à 3 closers, donc tu as souvent un responsable des ventes, parce qu'à partir de 2 à 3 closers, faut un responsable des ventes, parce que c'est pas ton job de faire ça. Et en général, ce qu'on dit, après, ça dépend des accompagnements et du cas par cas, mais tu as un coach pour 100 clients. Après, l'enjeu aussi, c'est l'effet de levier. Tu vas avoir des setters qui bossent la nuit, tu vas avoir des setters qui bossent le week-end. Tu vas augmenter ton show rate lors des appels de vente. Tu vas augmenter ton taux de conversion et toujours l'augmenter, toujours l'améliorer. Augmenter ton nombre d'appels. Améliorer ton offre week-end et vendre plus de continuity, vendre plus d'upsell. Augmenter de 20% ton cash collecté, améliorer aussi ta LTV, c'est très très important. Et en vrai, à ce niveau-là, tu veux surtout baisser ton coût par acquisition pour avoir un client. Si je sais pas, c'est 1200 euros ton coût par acquisition, tu veux qu'il passe à 1100 dans l'idéal, et tu veux augmenter ta LTV. Si ta LTV elle est à 8000 euros, tu vas absolument l'augmenter à 10 000, 15 000, 20 000 et avoir des upsells. Les soucis à ce niveau-là, c'est manque de focus, vouloir commencer un autre business. Ça te concerne, tu le sais, par rapport à ce que tu m'as dit, aller sur le plateau télé, lancer d'autres business et lancer aussi ce que tu m'as dit avec l'autre manager. Ça te concerne directement. Tu peux avoir la fausse croyance que ton marché est limité et tu dois avoir d'autres verticales dans ton business. Pas forcément, c'est souvent faux. En réalité, ton marché, tu l'as pas du tout pressé jusqu'à la moelle, on va dire, jusqu'à la dernière goutte, c'est faux. Là, tu dois faire attention à ces fausses croyances, améliorer ton service et ton expérience client. Et là, pour répondre à l'objection de juste avant de est-ce que tu as atteint ton market cap, quand tu cumules tous tes concurrents, tu vas te rendre compte que peut-être il y a 20 millions, 30 millions de ventes par mois, à peu près. Toi, tu fais par exemple 4 millions, 1 million par mois ou 500 000 euros par mois. Il y a encore de la marge à aller chercher. Ici, t'as pas besoin non plus de diriger publicitaires différentes. Tu peux juste tourner avec Facebook Ads et YouTube Ads, par exemple, et Google Ads. Donc, pas partir en vrille et faire du TikTok Ads, Instagram Ads, faire du Native Ads, etc. T'as pas besoin de ça. Après, tout ce qu'on voit ici, ça dépend aussi de ton total adressable marché. Mais voilà, c'est des grandes directives. Et ensuite, 500K à 1 million par mois. T'as des directeurs, t'as des managers et toi, t'es le CEO. Le souci, c'est que les choses simples deviennent complexes. Car quand on scale, les volumes augmentent. Et quand tu scales ton business, tes revenus scale, mais tu scales aussi tes problématiques qui vont avec. Donc, tu as des directeurs, tu as des managers, tu es le CEO. Mais en général, vous trois, vous faites beaucoup trop de choses. Et tout se compile. Donc là, tu dois augmenter ton leadership, entraîner tes leaders à toi pour qu'ils transforment d'autres exécutions. Le stade d'avant, 100 à 500, tu as formé des leaders. Et maintenant, tu dois former des leaders pour que eux-mêmes forment d'autres leaders. Donc en gros, tu as réussi à transmettre tes responsabilités et à créer des leaders de zéro. Maintenant, tu dois, cette tâche-là que toi tu faisais CEO avant, quand tu es entre 500 à 1 M par mois, tu dois créer plein de mini CEO entre guillemets. Ou en tout cas, sur la compétence de créer des leaders de zéro et de transmettre les responsabilités, là, ça doit plus dépendre de toi. Parce que tu auras de plus en plus de responsabilités et de leadership à combler dans ta boîte et tu peux plus te permettre de le faire tout seul. Et là, c'est illimité, effet de levier de ouf. T'as plus peur de virer car tu sais qu'ils peuvent ressortir de nulle part. Et ça, souvent, il y a un peu des dirigeants qui sont un peu en mode mentalité scarcity parce qu'ils acceptent des choses qu'ils ne devraient pas accepter. Ils tolèrent des choses qu'ils ne devraient pas avoir dans le seuil de tolérance s'ils veulent faire entre 500 à 1 million par mois, quand ils sont encore bloqués à 100 et 500 par mois. Et ils le font parce qu'ils savent que s'ils se débarrassent de leur directeur des ventes, de leur directeur opérationnel, etc., ils savent qu'ils vont être dans la merde. Et tu veux pas ça. Tu veux de la concurrence sur chaque poste et tu veux être en mesure qu'il soit remplaçable. Mais ça, tu leur dis pas directement. Il faut être subtil et efficient. Et donc, c'est pour ça que tu veux créer de zéro d'autres profils qui sont capables de créer ces mêmes profils-là, pour toujours être dans l'abondance. Dans le même piège ici, malheureusement, tu auras des profils qui vont penser qu'ils peuvent prendre ta place, tu auras des profils qui sont leaders et qui sont managers, qui veulent passer responsables, qui sont responsables, qui veulent passer directeurs, et tu dois avoir la capacité de les remettre à leur place, et de leur montrer par A plus B que non, t'es à ce stade-là, il y a un fossé qui est, entre ce que tu veux et ce que tu fais vraiment, il y a un fossé qui est comme ça, et t'as pas encore les épaules assez solides pour passer à l'étape d'après. Bien sûr, il y a des meetings qui sont faits tous les jours, il y a des meetings qui sont faits par semaine, il y a des meetings qui sont faits par trimestre avec chaque profil, chaque directeur, chaque manager, pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, qu'est-ce qu'on doit arrêter. Et malheureusement, à ce stade-là, tu as encore des directeurs et aussi des managers qui vont pas faire ce qu'ils doivent faire. Et tu dois constamment les rappeler aussi, toi, en tant que CEO, de continuer à faire la tâche qu'ils doivent faire. Exemple pour le directeur des ventes, faire en sorte que le manager qui est en dessous, qui est Head of Sales, fait en sorte que oui, tous les end of the day reports de tous les closers soient respectés à la lettre et que lui, sur les 1000 appels qu'il a par jour, enfin par mois, pardon, il n'y a pas un seul appel qui passe à la trappe et il n'y a pas une seule objection qui a été dite ce week-end ou ce mois-ci qui sera répétée le mois d'après. Impossible.
Donc là, tu dois t'assurer que tu as tous les gens dans ta boîte, ils ont le skill set, ils ont le leadership, ils ont assez faim. Ça fait des appels one-one, les directeurs avec les managers et les managers avec les exécutants en dessous. Coaching de groupe, ça c'est toi qui peux continuer à le faire si c'est juste le meeting de la semaine, on va dire. En vrai, tu dois faire 1 à 2 meetings max par semaine. Croyance que ton équipe a besoin de changer. Faut pas être en mode laptop lifestyle. Ce qu'on appelle laptop lifestyle, c'est en mode je vais faire 2 à 5K, 10K par mois et je vais être en mode tranquille, chill et je suis pas en mode animé par la vision, je suis en mode je fais 1 à 2 heures de taf par jour et voilà. En vrai, si t'es freelance, ok, tu peux avoir ce truc-là, t'as le droit, mais si t'es dans une équipe qui veut aller, je sais pas, faire 10 millions, 50 millions par an, tu peux pas te permettre dans ton équipe d'avoir des gens qui sont en mode je bosse 1 à 2 heures par jour. Faut des mecs qui sont dédiés à ça, qui ont la vision et qui sont autant investis que toi le CEO. On sait que c'est quasiment impossible, mais voilà, t'as compris. À ce stade-là, bien sûr, faut commencer à se dire, ok, est-ce que je lâche du profit à certaines personnes dans la boîte? Du pourcentage, oui, t'en lâchais déjà avant, mais est-ce que je commence à lâcher de l'equity à certains profils qui sont vraiment ultra, ultra bons en termes de directeur, manager, leader? Là, il dit que t'as pas besoin de COO si t'es lean et si t'es bien organisé. Je suis pas forcément d'accord à 100% avec ça. Là, en gros, faut pas tomber dans le piège de vouloir changer de business model pour aller faire plus. Gros, continue juste à faire ce que tu faisais avant. Sois un meilleur entrepreneur, améliore tes skill sets. Ne tue pas ton focus à commencer à faire des trucs bêtes, acheter de la merde, des Lamborghini, etc., à partir avec les filles, etc. Bref, on s'en fout. Rentre pas dans l'ego. Prière avant destruction. Bon, là, on rentre plutôt dans de l'ésotérique et dans de la spiritualité. Il y a beaucoup de ça dans la Bible par rapport à Salomon, par rapport à des gens qui ont eu beaucoup de pouvoir. Oui, là, le gros piège, en fait, c'est que, et même si t'es pas chrétien, on s'en fout. En tout cas, si t'es chrétien, utilise la sagesse de la Bible. Mais si t'es pas chrétien, là, le gros piège, c'est que tu commences à avoir de plus en plus de pouvoir. Tu commences à faire 100, 500, 1 million par mois. Et tu peux vite être imbu de ta personne. Tu peux vite commencer à péter plus haut que ton cul. Et désolé pour l'expression. Mais reste droit dans tes bottes. Tu es un être humain. Tu fais beaucoup d'argent. C'est juste un indicateur que tu impactes beaucoup le marché. C'est tout. Mais ne relie pas ta valeur à toi en tant que CEO à l'argent que tu fais. Et il y en a plein qui tombent dans cette erreur-là. Et que le souci avec ça, c'est que dès que ton CA va baisser, ta valeur en tant qu'humain, ta perception de toi-même va baisser aussi et c'est un gros piège. Et tu vas constamment aussi en termes d'émotion. Et surtout, quand tu vas augmenter ton CA et tu vas tu vas commencer à faire des 1 à 2 M par mois, tu vas penser que tu es le boss. Et on voit beaucoup ça sur la sphère française, francophone, des petits génies là, qui ont 18, 20, 21 ans, qui sont dans ces sphères-là et qui font des 1 million par mois comme Valère, etc. Au bout d'un moment, ils ont commencé à être en mode orgueil et à péter plus haut que leurs fesses. Et ils se sont vite rendus compte de leur erreur quand ils sont allés dans les masterminds et qu'ils se sont rendus compte qu'il y a des mecs qui faisaient des 1, 2 millions par jour ou 1, 2 millions par semaine et pas par mois. Donc à ce moment-là, tu veux t'entourer de personnes, de pairs, qui font beaucoup plus de ça que toi. Si tu es sur le marché français, c'est très très limité, donc va aux États-Unis. Je te recommande vivement le mastermind de Maron Golden. Prends des masterminds comme ça, de Stevens, Maron Golden, Cole Gordon, etc. Tous ces mecs-là. Parce que tu vas vite te rendre compte qu'en fait, t'es tout petit. Et là, t'as juste besoin d'humilité. Ton orgueil, tu dois le baisser, même si tu fais 1 million par mois et 2 millions par mois, et je sais que c'est facile à dire, mais tu dois baisser ton orgueil et tu dois être ultra, ultra humble et te dire, ok, je fais 1 million par mois, je fais 2 millions par mois, mais va sur Google Maps, dézoome la carte et rends-toi compte que t'es sur une nano-atome d'une mini-terre, notre terre à nous, et en fait, t'es rien du tout. D'accord, tu fais 1 million, 10 millions, 10 milliards par mois, on s'en fout. Tu n'es rien du tout, t'es une poussière dans le désert. Tu dois rester dans cette énergie-là et te dire, ok, je continue à apprendre, je ne suis rien du tout, ma valeur n'est pas corrélée à l'argent que je fais, et si je ne fais pas ça, tu vas, tu vas dévier en fait de trajectoire. Ta trajectoire de vie va dévier, et tu vas commencer à avoir beaucoup trop d'ego, et on sait que les CEO ont de l'ego, hein, c'est ok, normal, mais ne tombe pas dans ce truc-là. Ceux qui sont chrétiens, on se sait entre nous, par rapport à Yeshua, par rapport au Christ, restez dans la lignée du Christ. Restez dans le, ne tombez pas dans les pièges que Salomon, il me semble, est tombé quand il a été couvert d'or et son cœur s'est détourné de Dieu. Je sais pas si tu es croyant ou pas, mais en tout cas, ton cœur ne doit pas être à 100% lié à l'argent et se détourner de ton Seigneur ou se détourner de l'entité qui est suprême, qui est au-dessus de nous, que l'on reconnaît quasiment tous. Opère un stade d'humilité et de gratitude. Faut pas que tu sentes que tu as atteint la limite, que tu as arrêté d'apprendre, que tu es le meilleur. Là, le piège, c'est de pas partager certains revenus avec des gens de ta boîte qui le méritent vraiment, comme les directeurs ou les managers ou les vrais leaders qui impactent vraiment en mode méritocratie. Parce que derrière, ils vont être un peu en mode vision burn-out. Enfin, leur vision va être très floue. Burn-out, ils vont pas sentir de gratitude. Et surtout, les gens dans ta boîte à ce niveau-là, il faut absolument que, s'ils répètent tout le temps la même chose pendant 1 an, 2 ans, ceux qui sont un peu en haut dans ta boîte par rapport à leur hiérarchie, et je parle juste de responsabilité, hein, pas en tant que valeur humaine, mais juste en termes de responsabilité et skills, ceux qui sont tout là-haut,
si ça change pas, s'ils ont pas des nouveaux challenges, s'ils voient pas qu'ils vont progresser dans d'autres sphères et que leur niveau de responsabilité monte, leur niveau de revenu monte, ils partent souvent en burn-out et tu les perds à ce niveau-là. S'ils ne voient pas où tu veux aller, ils vont partir. S'ils sont pas sur le bateau avec toi, avec la vision de on va aller conquérir cette terre promise et on y va tous et on est 12 sur le bateau et on y va. S'ils ne voient pas ce truc-là de on va là-bas et toi t'es commandant, tu passes sergent ou je sais pas quoi, tu passes pirate, chef des pirates. S'ils ont pas cette vision-là, ils vont partir et ils auront envie d'avoir du shiny object et partir sur d'autres business. Ils vont même se faire débaucher. D'ailleurs sur le business en ligne, ça se fait beaucoup. Et toi-même à qui je fais la vidéo, on se sait, tu l'as beaucoup fait et ça marche très bien. Il y a du débauchage. Ça veut dire que si t'as pas ce truc-là, tout ce qu'on a vu ici et ce qu'on a vu aussi avant dans la vidéo, dès qu'il y aura un shiny object syndrome, dès qu'il y a un autre mec qui va leur proposer, bah écoute, tu gagnes 6 000 euros chez ce mec-là, je te propose 7 000, ils vont y aller. Ils vont pas être loyaux, fidèles, comme on l'a vu sur la phase de 50 à 100 cas par mois. La vision doit être constamment répétée, les valeurs, la culture, ça doit être ancré. Il doit y avoir une densité. J'aime bien ce terme-là, une densité. Les gens dans ta boîte, ils ne doivent pas être vides. Tu vois, là, il y a un trou ici. C'est pas dense. Tu veux pas que tes salariés ou les gens dans ta boîte, les exécutants, les team leaders, etc., qui soient comme ça. Parce que à la moindre petite faille, t'as un des concurrents qui va pouvoir aller les débaucher. Tu veux que ça soit rempli. Rempli par la vision, rempli par les cultures, rempli par la valeur, rempli par la gratitude qu'ils ont d'impacter le marché grâce à toi, grâce à ton véhicule qui est ton entreprise. Et si par exemple, je sais pas, tu veux aider 300 personnes à sortir du salariat, 350 familles à sortir du salariat parce que ils ont envie d'accomplir, je sais pas quoi, on s'en fout. Cette vision-là, elle doit être communiquée. Et ce qui fait que ça, c'est rempli, c'est dense. Tu as des êtres humains dans ta boîte qui sont denses et qui ne se font pas influencer par l'extérieur. Si quelqu'un vient et qui leur dit ouais, tu gagnes 5K, je te propose 6K, le mec s'en fout. Il est solide, il est antifragile et il est fidèle envers toi-même. Il y a des valeurs qui sont ancrées dans ta boîte. Voilà la vidéo pour toi. J'espère que ça t'a apporté des valeurs et voilà, très important.